Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous parler de l'importance d'avoir un modèle dans l'existence. Avant de commencer cette chronique, vous m'avez dit qu'on a tous un modèle. Oui, Lisa. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous poser la question. Vous, Lisa, c'est qui celle qui vous sert de modèle? Celle à laquelle vous vous référez, consciemment ou inconsciemment, que ce soit pour les petites choses de l'existence ou quand il s'agit de prendre des grandes décisions. Réfléchissez. Il y a forcément une personne, probablement de votre famille, que vous avez connue, ou alors quelqu'un de l'entourage de vos proches, qui a beaucoup compté, quelqu'un dont peut-être vous portez le nom. En fait, j'y ai jamais pensé, mais je vais y réfléchir. Bon, alors, oui, réfléchissez-y, parce que en général, en fait, quand on a un modèle, une personne à laquelle on se réfère dans notre existence, c'est une personne de valeur, reconnue pour ses qualités. Ça peut être un personnage célèbre, même mythologique, qui est une référence pour le groupe culturel auquel on appartient, quelqu'un qui a pris une part importante dans la vie du peuple au moment de sa fondation, ou bien quelqu'un qui a agi pour assurer la pérennité du peuple quand ce peuple était en question. Alors chez les Juifs, on a par exemple Abraham, Jacob, David, ou encore Sarah, Rachel, Rebecca, enfin il y en a plein d'autres évidemment. Et ça peut être des exemples de personnalités qu'on cherche à imiter. Et puis, il y a des modèles qu'on choisit dans son entourage, dans sa famille. Et alors, comme je vous le disais, Lisa, c'est souvent la personne dont on porte le nom, son homonyme. Alors, pour les garçons juifs, il y a encore un autre personnage qui peut être un modèle, c'est celui qui a porté l'enfant le jour de sa circoncision, le Sandak. Ça peut être quelqu'un qui peut servir d'une sorte de guide. Dans tous les cas, le modèle est une personne dont on reconnaît la qualité, les valeurs, la moralité. Alors, celle qui sert de modèle à Olivia El-Kaïm, vous savez, la romancière, qui s'appelle Arlette, c'est sa grand-mère, est une femme, en fait, très particulière. Olivia El-Kaïm, la romancière, consacre à cette femme, à cette grand-mère, un merveilleux récit qui s'appelle « Fille de Tunis ». Et au fond, cette femme, cette Arlette, cette grand-mère, ça peut être en fait un anti-modèle, tant elle est disqualifiée par les siens, en commençant par ses propres filles, donc la mère et la tante de l'auteur. De fait, Olivia, que sa grand-mère appelait Zetouna, parce que la grand-mère n'est plus là, elle adorait donc sa grand-mère pour son caractère de rebelle absolue, de femme à la fois profonde et frivole, de femme qui a surmonté les différents traumatismes de son existence en devenant une personne hors norme, hors la loi, indomptable, transgressive et irréductible. Alors, qui c'était cette grand-mère? Elle s'appelait Arlette Ravali. Elle était née à Tunis, dans une famille de simples gens, des catholiques d'origine sicilienne. Parce qu'une partie de la famille d'Olivia El-Kaïm est donc d'origine catholique. Et cette Arlette, quand elle a 12 ans, elle devient orpheline de père. Et la disparition de cet homme plonge toute sa famille dans une grande misère financière, sociale et psychologique. L'accident mortel de cet homme aimé et admiré est certainement, me semble-t-il, ce qui consolide à jamais les traits de personnalité d'Arlette. Son enfance et ses projets s'interrompent brutalement. Elle doit renoncer à continuer ses études, car sa mère n'a pas de quoi la nourrir, elle et ses petits frères et sœurs. Et c'est bien dommage, car Arlette est douée pour la littérature. Elle connaît les poèmes de Victor Hugo et de Musset par cœur. Au lieu de cela, elle devra travailler, elle va se marier jeune, comme font les filles de son époque et de son milieu. Et alors qu'Arlette serait peut-être devenue une femme comme les autres, une femme de son époque, de son milieu, il y a une série de vécus traumatiques, de ruptures dramatiques qui l'ont définitivement empêchée d'accepter la vie telle qu'elle est. Il y a d'abord la mort de son premier enfant, son fils, son bébé, quoi. Et puis, il y a le départ forcé de Tunis, et de Tunisie donc, dans les années 1950, pour un pays qu'elle ne connaissait pas, la France. En plus de la douleur du déracinement, Arlette a connu une déchéance sociale et la grande pauvreté. Et pour rajouter au malheur, l'une de ses 2 filles fut atteinte d'une maladie chronique qui nécessitait qu'elle court les services de médecine et qu'elle place la petite en institution spécialisée.
Toutes ces difficultés conduiront Arlette à mener une vie dissolue, dangereuse, transgressant les interdits moraux et sociaux comme pour résister, comme pour ne pas se laisser aller, comme pour ne pas renoncer à vivre malgré tout. Alors, Arlette se met à boire, elle entretient des relations amoureuses multiples, elle assume d'être bigame, et en plus, elle aime les produits de luxe, elle fréquente la pègre de Marseille, elle trompe des malfrats et est menacée de mort parce qu'elle trahit ces malfrats, et c'est des gens à qui elle doit beaucoup d'argent. Et puis, Arlette souffre de crises de folie, dues sans doute à ses excès d'usage de substances. Bref, elle sera, pour ses 2 filles, qu'elle parvient difficilement à élever, une sorte d'anti-mère, une mère dont on a honte. Mais pour Olivia El-Kaïm, donc sa petite fille, passer des vacances d'été avec cette grand-mère hors norme, qui boit, qui fume ses cigarettes, qui récite les grands auteurs français tout en parlant comme un charretier, c'est un moment de grand bonheur, de respiration, d'évasion. Zeytouna, elle l'appelle Zeytouna, préfère sa grand-mère à sa mère, dont elle dresse dans son récit un portrait sévère et très critique. Elle dit que sa mère est une femme qui vit selon les règles convenues, la bienséance, et qui trouve dans la vie bourgeoise un équilibre, peut-être une garantie pour sa propre santé mentale, et qui semble tout faire pour oublier la folie et l'errance de celle qui n'était pas faite pour être mère, donc la grand-mère, celle à laquelle elle ne veut justement pas ressembler, cette femme. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'auteur du récit. Olivia El-Kaïm aime ressembler à sa grand-mère. C'est son modèle, quoi. Elle avoue que comme elle est une compagne et une mère peu attentionnée. Comme elle boit. Tout comme sa grand-mère, elle souffre de crises de folie. C'est ce que raconte Olivia El-Kaïm dans son roman. Alors reste une question. Si on comprend comment le déracinement et les différents traumatismes ont contribué à faire de cette grand-mère, Arlette, une femme malade, alcoolique, indomptable, insupportable, on se demande ce qui pousse Olivia El-Kaïm à la prendre pour modèle. Elle, Olivia El-Kaïm, qui est née en France, qui n'a connu ni déracinement, ni traumatisme, ni déclassement. Comment se fait-il qu'elle lui ressemble tant ? C'est peut-être tout simplement parce que Arlette Ravalli, la grand-mère, l'a désignée comme son héritière, elle, Zeytouna. Alors, Olivia El-Kaïm sera l'écrivaine qu'Arlette aurait voulu être, qu'elle aurait dû être si la vie lui avait souri, elle qui était si douée pour les lettres. Avec Fille de Tunis, d'Olivia El-Kaïm, l'auteur rend à son modèle un superbe hommage.